Les rires résonnèrent dans la salle de banquet, assez vifs pour me trancher la peau. Ma tante Béatrice se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres, comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle de la soirée. Son mari la quittera, elle aussi, dit-elle, d'une voix assez forte pour que toutes les têtes à table se tournent vers moi. Le tintement des verres et le faible murmure des conversations s'éteignirent. Mes cousins, les yeux brillants de cruauté, éclatèrent de rire moqueur. Oncle Gérard laissa échapper un petit rire sec, secouant la tête comme si mon existence n'était qu'une preuve d'échec. Une bouffée de chaleur me monta au cou, mais je ne bougeais pas. Je ne parlais pas. Mes doigts se resserrèrent sur le bord de ma chaise, mes ongles s'enfonçant dans le bois, manquant contre le poids de l'humiliation. Honnêtement, Chloé, railla Béatrice, en faisant tourner le vin dans son verre comme si elle savourait ma douleur. Pensais-tu vraiment qu'épouser quelqu'un d'apparence ordinaire, sans passé, sans argent, sans nom de famille, allait te sauver? Tu dois rêver. Les hommes comme ça ne restent pas. Tu finiras seul, tout comme ta mère. Un chœur de rire suivit, tel un orchestre cruel qui ne jouait que pour ma disgrâce. Je pinçai les lèvres, fixant la nappe au motif de rose fanée, refusant de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Ma cousine Sophie se pencha vers moi, son parfum si fort qu'il m'étouffait, et chuchota, « Ne t'inquiète pas, Chlo. Tu pourras venir nettoyer ma maison quand il te quittera. Je te paierai, bien sûr. » Ces mots dégoulinaient d'une fausse sympathie, et les autres éclatèrent de rire à nouveau. Mon père, assis en bout de table, ne me défendit pas. Il sirota son whisky, son silence plus bruyant que toutes leurs moqueries réunies. Ce silence me brûlait plus que leurs paroles. Je restais silencieuse, mon pouls martelant ma gorge, chaque seconde s'étirant comme une lame contre ma patience. Puis, le ronronnement d'un moteur se fit entendre à l'extérieur. Pas n'importe quel moteur. Un vrombissement grave et doux qui fit tourner les têtes vers les hautes fenêtres. Mon oncle plissa les yeux, son sourire narquois s'estompant. Les phares d'une Rolls-Royce noire et élégante percèrent la soirée. Les rires faiblirent. Le voiturier accourut, ouvrant la portière avec un respect empressé. Et puis il sortit. Mon mari, Alexandre. Ses chaussures cirées heurtèrent le pavé avec un poids délibéré. Le costume sur mesure épousait sa large carrure. Son poignet, orné d'une montre sobre, capta la lumière. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de banquet changea instantanément. Les mâchoires se décrochèrent. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Alexandre ne regarda pas autour de lui avec nervosité. Il ne traîna pas les pieds ni ne s'excusa d'être en retard. Il entra comme s'il était propriétaire de chaque brique de ce bâtiment, de chaque souffle dans la pièce. Et quand ses yeux croisèrent les miens, je sentis le poids du silence se lever. « Bonsoir, dit-il, sa voix calme mais autoritaire. Je suis désolé d'être en retard. » La circulation était plus dense que prévu. Personne ne rit. Personne n'osa. Il arriva à mes côtés, tirant doucement ma chaise en arrière. Sa main frôla la mienne, me ramenant sur terre au milieu de ma tempête. Puis il se tourna vers les visages stupéfaits qui le fixaient. « J'ai entendu dire que certains d'entre vous avaient des opinions à mon sujet, dit-il froidement, balayant du regard leurs expressions pâles. Mais avant que vous ne vous ridiculisiez davantage, laissez-moi me présenter convenablement. » La pièce devint silencieuse comme la mort. Les lèvres d'Alexandre s'étirèrent en un très léger sourire. « Je suis Alexandre Lefebvre, président-directeur général du groupe Lefebvre, la même famille Lefebvre avec laquelle vous essayez de faire des affaires depuis des années. » Le hoquet de surprise qui suivit aurait pu briser du verre. J'étais assise, figée, ma poitrine se soulevant et s'abaissant tandis que je regardais leur arrogance s'effondrer au ralenti. Les mêmes parents qui s'étaient moqués de moi quelques instants auparavant ressemblaient maintenant à des enfants pris en train de voler. Et Alexandre n'avait pas fini. « Je n'ai pas l'habitude de me donner en spectacle, » dit-il en ajustant ses boutons de manchette, sa voix aussi stable que la pierre. « Mais je ne tolère pas le manque de respect envers ma femme. De la part de personne. » Ces derniers mots restèrent suspendus dans l'air, vifs et définitifs. Je relevai le menton, croisant enfin les yeux écarquillés de Béatrice. Pour la première fois de la soirée, elle n'avait aucune remarque pleine d'esprit à faire. Le silence n'avait jamais été aussi satisfaisant. Le silence dans la salle était épais après les paroles d'Alexandre. Mon père tenta de se reprendre le premier, forçant un mince sourire. « Alexandre, nous ne voulions aucun mal. C'était juste de l'humour familial. »
Alexandre le regarda fixement. Se moquer de ma femme n'est pas de l'humour. C'est un manque de respect. Tante Béatrice s'agita nerveusement, son verre tremblant. On taquine parce qu'on tient à elle, dit-elle faiblement. Je laissai échapper un rire sec. Non, vous taquinez parce que ça vous donne l'impression d'être plus grand. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi. Ma cousine Sophie marmonna, tu n'as jamais dit qu'il était, puis elle s'arrêta, fixant Alexandre comme si elle le voyait pour la première fois. Oncle Gérard s'éclaircit la gorge. Groupe Lefebvre, hein? Tu aurais dû nous le dire plus tôt, Chloé. Nous aurions pu travailler ensemble. Alexandre fit glisser une feuille pliée sur la table. Vous voulez parler des réunions que vous avez supplié d'obtenir le mois dernier? Nous avons refusé pour une raison. Le sang quitta le visage de Gérard. Alexandre se retourna vers mon père. Je me fiche de vos blagues, mais je ne laisserai personne traiter ma femme comme si elle ne valait rien. Pas devant moi. Jamais. Je relevai le menton, croisant les yeux choqués de Béatrice. Pour une fois, aucun d'entre eux n'avait plus rien à dire. L'air semblait avoir chuté de 20 degrés. Mes proches, qui quelques minutes auparavant avaient ri assez fort pour faire trembler les murs, étaient maintenant assis, figés, le visage pâle de choc. Les fourchettes reposaient, intactes, sur les assiettes. Les verres de vin tremblaient légèrement dans des mains nerveuses. Mon père rompit finalement le silence. Assez de ce spectacle, murmura-t-il, la voix basse mais sèche. Chloé, tu as toujours eu un don pour le drame. Maintenant, tu nous y as tous entraînés. Je tournai lentement la tête vers lui, ma patience à bout. Le drame, ma voix porta plus que je ne l'avais prévu. Tu es resté assis là à les laisser m'humilier. Tu ne m'as jamais défendu, pas une seule fois. Et maintenant que la vérité est devant toi, tu appelles ça du drame? Il déglutit difficilement, sa mâchoire se crispant, mais ne dit rien. Alexandre se tenait fermement à mes côtés, calme mais inébranlable. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce qui s'est passé ce soir n'est pas du drame. C'est une révélation. Les gens révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent que personne ne les regarde. Ma cousine Sophie s'agita sur son siège, ses yeux allant et venant nerveusement. Chloé, tu sais que nous ne le pensions pas personnellement. On plaisantait, c'est tout. Plaisanter? Je me penchai en avant, ma voix tremblant maintenant, non pas de peur, mais d'années de colère refoulée. Vous vous êtes moqué de moi à chaque occasion. Vous m'avez traité de faible, d'inutile, vous avez dit que je ne garderais jamais un homme. Vous m'avez qualifié de fardeau devant des étrangers. Ce n'est pas une blague. C'est de la cruauté. Sophie baissa les yeux sur ses genoux. Alexandre regarda autour de la table, sa présence emplissant le silence. Votre approbation m'importe peu. Mais voici ce que vous devez comprendre. Chloé est ma femme. Elle est ma partenaire. Et la façon dont vous l'avez traitée est inacceptable. Elle ne vous doit plus son silence. Oncle Gérard tenta de forcer un rire, sa voix se brisant. D'accord, d'accord. Peut-être que nous sommes allés trop loin. Ne gâchons pas la soirée. Pourquoi ne pas simplement? Non, l'interrompis-je, d'un ton ferme. Nous allons gâcher la soirée parce que, pour une fois, je ne vais pas rester assise ici et encaisser. J'en ai assez de vous laisser tous décider de ma valeur comme si c'était un jeu, la pièce était immobile, le poids de mes mots pesant sur chaque sourire narquois et chaque faux sourire qu'ils avaient jamais affiché en ma présence. Tante Béatrice posa finalement son verre avec un bruit sec. Sa voix vacilla. Désespérée maintenant. Chloé, tu dois comprendre. Nous avons seulement dit ces choses parce que nous pensions que tu t'étais contentée de peu. Nous pensions que ton mari était ordinaire. L'expression d'Alexandre se durcit, mais il n'éleva pas la voix. Et c'est là le problème. Vous mesurez la valeur d'une personne à la taille de son salaire ou au nom sur sa carte de visite. Vous m'auriez écarté sans même savoir qui je suis. Je regardai ma tante, puis mon père, puis chaque visage à cette table. Mes mains ne tremblaient plus. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus grande. Vous ne vous êtes pas seulement moqué de lui. Vous vous êtes moqué de moi. Et maintenant, vous avez tous été exposés pour ce que vous êtes, superficiel, calculateur et cruel. Le silence qui suivit fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. La tension dans cette salle de banquet était suffocante.
Chaque tic-tac de la vieille horloge murale au-dessus du bar résonnait comme un coup de tonnerre. Personne ne leva sa fourchette. Le dîner de famille autrefois bruyant s'était transformé en une confrontation silencieuse, et chaque père Dieu semblait chercher désespérément une issue sauf les miens. J'en avais fini de me cacher derrière le silence. Mon père s'éclaircit la gorge, s'agitant sur sa chaise comme un homme pris au dépourvu dans sa propre maison. « Chloé, baisse la voix », ordonna-t-il, ses mots secs et froids. « Tu te mets dans l'embarras. » Je ris amèrement. « Me mettre dans l'embarras ? Tu es resté assis là pendant que ta famille se moquait de moi, se moquait de ta propre fille, et tu n'as rien dit. Tu les as laissés me démolir parce que c'était plus facile que de prendre ma défense. » Ses lèvres s'amincirent, le masque du contrôle se fissurant légèrement. Tu as toujours été dramatique, sensible. Tu prends tout trop au sérieux. Il taquinait. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens marchent sur des œufs autour de toi. La main d'Alexandre se posa légèrement sur le dossier de ma chaise, stable, me rassurant. Sa voix trancha l'air de la pièce comme de l'acier. Il y a une différence entre la taquinerie et la cruauté. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas un amusement inoffensif. C'était une humiliation. Et le silence du chef de cette table n'a fait que prouver le peu de valeur que vous accordez à la dignité de votre propre fille. La mâchoire de mon père se serra. Il tourna son regard vers Alexandre, essayant d'asseoir son contrôle. Avec tout le respect que je vous dois, Alexandre, c'est une affaire de famille. Les étrangers ne dictent pas comment nous nous parlons. Alors c'est peut-être pour cela que cette famille s'est fracturée dans l'amertume et la compétition superficielle. Alexandre ne s'y a pas, parce que personne n'a le courage de dire la vérité. Les mots atterrirent comme des pierres jetées dans l'eau, les ondulations atteignant tout le monde. Ma tante Béatrice baissa les yeux. Gérard se frotta la nuque. Sophie fixa son assiette, les joues rouges de honte, ou peut-être de peur. Mais mon père n'était pas prêt à céder. Il se pencha en avant, ses yeux se plissant. Vous pensez que l'argent vous donne le droit de vous tenir ici et de nous faire la leçon ? Ne confondez pas la richesse avec la sagesse, Alexandre. Les hommes comme vous sont temporaires. Vous apparaissez, faites du bruit, et disparaissez quand le vent tourne. La voix d'Alexandre ne s'éleva pas, mais la puissance qu'elle contenait alourdit l'air. Je n'ai pas bâti ma vie sur du bruit, monsieur. Je l'ai bâti sur la discipline, le respect et la loyauté. Et la loyauté est quelque chose que votre fille vous a donné en abondance, alors que vous n'avez rendu que le silence. La pièce se figea. Ma poitrine se serra. Pendant des années, j'avais souhaité que quelqu'un, n'importe qui, dise ces mots à voix haute. Et maintenant, en les entendant de la bouche de l'homme que j'avais épousé, je sentis des larmes me brûler le fond des yeux non pas par faiblesse, mais par soulagement. Ne me parle pas de loyauté, lança mon père, son ton soudainement plus dur. La loyauté, c'est de rester avec sa famille quoi qu'il arrive. La loyauté, ce n'est pas de s'enfuir avec un homme qui a caché qui il était vraiment. Elle ne nous a même pas dit son nom correctement jusqu'à maintenant. Quelle sorte de loyauté est-ce là ? Ma voix s'éleva avant qu'Alexandre ne puisse répondre. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon sur la loyauté, papa. Tu m'as appris depuis que je suis enfant que ma valeur dépendait de ce que je pouvais t'offrir, de ce que je pouvais rendre, de mon utilité pour la réputation de cette famille. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que c'était ça, la loyauté. J'ai enduré ton silence, ton mépris, leur moquerie parce que je pensais que c'était de l'amour. Mais l'amour ne ressemble pas à ça. Et la loyauté ne signifie pas me détruire juste pour préserver ta fierté. Le visage de Béatrice se tordit. Oh, écoutez-la. Elle se fait passer pour une victime. Chloé, nous t'avons tout donné. Un toit sur la tête. Une place à cette table. Une place à la table ? L'interrompis-je, ma voix s'élevant maintenant, refusant de reculer. Tu veux dire la place que tu ne m'as donnée que pour pouvoir rire quand je parlais ? La place que tu utilisais pour me rappeler que je n'étais pas à ma place. Ce n'était pas un cadeau. C'était une cage. Alexandre s'avança, dominant l'espace comme un homme habitué aux salles de conseil remplies d'hommes qu'il avait sous-estimés. Il ne criait pas, mais son calme était plus troublant que s'il avait hurlé. Je ne voulais pas faire ça ce soir, mais soyons clairs. Mon nom n'est pas seulement Alexandre Lefebvre. C'est Alexandre Lefebvre du groupe Lefebvre. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, notre entreprise détient des participations importantes dans des entreprises liées à cette famille, vos magasins, vos bureaux, même vos fournisseurs.
Le visage de Gérard perdit toute couleur. C'est impossible. Les yeux d'Alexandre se fixèrent sur lui. Je ne bluffe pas. Chaque accord que vous avez essayé de conclure, chaque courriel que vous avez envoyé pour supplier d'obtenir des réunions, je les ai tous vus. Je suis resté silencieux par respect pour Chloé. Mais ce respect prend fin lorsque vous traînez son nom dans la boue. Sophie murmura tout bas, oh mon Dieu. Mais personne n'osa bouger. Mon père se rassit, son visage illisible, mais ses jointures étaient blanches là où elles agrippaient les accoudoirs. Alors c'est ça? Votre grand moment? Vous êtes venu ici pour nous humilier? Alexandre secoua lentement la tête. Non. Je suis venu ici parce que ma femme me l'a demandé. Elle croyait encore qu'il y avait une chance de réconciliation. Elle espérait que peut-être, sous toute cette arrogance, cette famille pourrait lui montrer le respect qu'elle mérite. Mais tout ce que j'ai vu ce soir, c'est de la cruauté déguisée en humour et le silence habillé en autorité. Le poids de ces mots persista. Pour une fois, mes proches semblaient petits, dépouillés de leur pouvoir, de leur arrogance, de leur capacité à braquer les projecteurs sur moi. Je pris une profonde inspiration, me levant, ne me recroquevillant plus sur ma chaise. Vous vouliez me voir échouer. Vous me vouliez abandonner, brisé, rampant vers vous pour des miettes d'approbation. Mais ce soir, vous avez vu la vérité. Vous n'avez plus le droit de décider de ma valeur. Plus jamais. Et vous n'utiliserez plus jamais mon silence comme votre bouclier. Les lumières du lustre se reflétèrent dans la montre d'Alexandre alors qu'il tendait la main vers moi. Je glissai la mienne dans la sienne, stable et sûre, et pour la première fois, le silence dans la pièce avait le goût de la victoire. Personne n'osa parler. Le tintement des couverts, les rires, le bourdonnement constant de supériorité qui remplissait autrefois chaque réunion de famille, tout avait disparu. La salle de banquet semblait vide maintenant, comme si les murs eux-mêmes avaient honte de ce dont ils venaient d'être témoins. Mon père se pencha finalement en arrière sur sa chaise, sa voix basse, froide, mais tremblante. Et maintenant, Chloé? Tu te crois meilleure que nous tous? Tu penses qu'épouser un homme riche te rend soudainement intouchable? Je soutins son regard, ma main toujours serrée dans celle d'Alexandre. Non. Je pense que je suis enfin libéré des chaînes que vous n'arrêtiez pas de resserrer autour de moi. Je ne me mesure plus à vos critères. Alexandre s'avança, son ton calme mais tranchant. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect, quelque chose que cette famille a refusé à Chloé pendant des années. Vous avez vu sa gentillesse comme une faiblesse. Vous avez pris sa patience pour de la naïveté. Mais vous avez sous-estimé la force qu'il faut pour endurer la cruauté et continuer à se comporter avec dignité. Oncle Gérard laissa échapper un rire forcé, essayant de regagner un peu de contrôle. Très bien, vous avez fait votre discours, mais les affaires sont les affaires. Vous n'allez pas nous couper les ponts pour une petite dispute de famille. Le regard d'Alexandre devint vif, sa voix précise. Les affaires et l'intégrité ne sont pas distinctes, et je ne donnerai jamais de pouvoir à des gens qui pensent que démolir leur propre sang est acceptable. Considérez ceci comme la fin des négociations. La bouche de Gérard s'ouvrit, puis se referma. Pour une fois, il n'avait plus rien à négocier. Les yeux de Sophie brillaient de regret. Elle chuchota, « Chloé, je suis désolé. » Mais les mots sonnaient creux, bien trop tard. Je redressai les épaules, ma voix ferme et stable. Vous n'avez pas le droit de me blesser pendant des années pour ensuite lancer des excuses quand vous êtes acculé. Le respect ne se mendie pas. Il se mérite. Et vous avez perdu votre chance. Le visage de tante Béatrice se tordit d'incrédulité. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu t'en vas. Je souris, non pas avec amertume, mais avec certitude. Non. Je me lève enfin. Alexandre posa une main rassurante sur mon dos, puis regarda une dernière fois autour de la table. Sa voix baissa, calme mais finale. Chloé n'a pas besoin de votre approbation. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle a choisi la grâce quand vous lui avez offert la cruauté. Elle a choisi le silence quand elle aurait pu vous exposer, mais cela se termine ce soir. À partir de maintenant, soit vous la respectez, soit vous perdez définitivement l'accès à nous deux. Les mots tombèrent comme un coup de marteau. Il n'y avait pas de discussion, pas de négociation, pas d'issue. La pièce s'effondra une fois de plus dans le silence. Mais cette fois, ce n'était pas le silence du contrôle. C'était le silence de la défaite. Je serrai la main d'Alexandre,
le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille silencieuse assise dans son coin, attendant leur approbation. J'étais la femme qui sortait de cette salle la tête haute, laissant leur moquerie derrière moi comme des cendres. Et tandis que le voiturier amenait la Rolls-Royce étincelante devant les marches, ma famille regardait à travers les hautes fenêtres stupéfaites, secouée et forcée de faire face à la vérité qu'ils avaient si durement tenté d'enterrer. Je ne regardais pas en arrière.